suis plutôt du genre à fuir ces anniversaires là qui remontent, tous ces thèmes où tu te balades sur le web et tu vois, tous les journaux ils sont ça, tous les radios ils sont ça. Aller revoir des documentaires même sur là, le World Trade Center, les attentats de 2001. Non, et pourtant, c'est tous les ans depuis, ben justement, depuis 20 ans. Ça va être une drôle d'année pour moi, l'année 2020. C'est bizarre parce que tu arrives à un âge où ces espèces de vagues d'intensité, elles font des espèces de rythmes, et puis en même temps des rythmes qui s'annulent d'eux-mêmes, puisque toi tu es toujours dans le recommencement, une espèce de précarité qui n'est pas une précarité matérielle, qui est le fait que tu doutes du boulot, le fait que le boulot soit toujours dans cette transition là. 2001, ça faisait juste 2 ans que j'avais mon site web. Tu te rends compte, Internet, c'était encore une inconnue complète. Et décembre 2020, ça avait été le décès de mon père, quelque chose de très rapide, en tout cas pas attendu du tout. Il avait 76, moi j'aurais 8 ans quand j'arriverai à ce rendez-vous. Et dans les semaines, enfin non pas les semaines, parce que les premières semaines, t'as une espèce de vide. Ensuite, par contre, ce qui se refait, c'est les images, les rêves. C'est cette perception que j'avais de la main droite là, sur le front, gelée, et puis ensuite tu reçois l'urne qui est encore chaude. Mon frère conduisait, moi je l'avais sur les genoux, et j'avais ce sentiment là de chaud et froid à la fois là dans la main, et c'est là où je me suis mis à prendre des notes. Ça durait quoi, 5 semaines, de faire une espèce de raclement intérieur en se disant le mieux pour le deuil vis-à-vis de lui, puis tu avais les papiers qui réémergeaient, des photos, etc. Vis-à-vis de lui et vis-à-vis de toi, de faire cette espèce de carnet, qui n'était pas un journal du tout intime, c'était presque un hommage, mais un hommage à partir de ce qui sortait à partir de toi, ce qui sortait de toi pour le deuil. C'est un texte qui s'est appelé Mécanique, parce que mais très vite, au bout de ces 5 semaines, j'avais jamais fait ça non plus. Cette espèce de chose, tu traverses une expérience et tu la renvoies. On avait discuté, mon éditeur, c'était à l'époque Gérard Bobillier, chez Verdier. Je lui ai dit, tiens, lis ça. Mais comme on fait en échange permanent, quoi. À l'époque, il publiait aussi Bergogneau, Michon, Daninx, on était bloc d'amitié. Et Bob, on l'appelait comme ça, me dit, mais on le sort en septembre. C'est une responsabilité. C'est comment tu joues ça, même vis-à-vis de tes proches, tes enfants, les frères, ma mère, évidemment. Et je me suis dit, j'y vais parce que c'est la logique même, y compris de l'hommage. J'ai rien changé. C'est un texte qui n'a même pas été réécrit. Et tout ce que tu écris là dans le deuil se retire à peine justement ce texte remplace le deuil. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et ce qui fait que cette rentrée de septembre 2001, avec ce livre Mécanique tout juste publié, une photo du garage de Saint-Michel en noir et blanc là, sur le bandeau, bizarrement, ça me sortait. Il n'y avait pas encore, j'avais pas autour de moi là cette ce qui viendrait un petit 2 ans plus tard, avec 1 an plus tard, avec la sortie du livre Rolling Stones. J'étais vraiment dans le labo contemporain le plus confidentiel, mais ça existait encore. Tu avais le droit au labo contemporain avec ses éditeurs, avec ses circuits très très particuliers, et tout d'un coup ces journaux qui en général ne regardaient pas ce que je faisais, je sais pas est-ce que c'était cette histoire aussi des années 60, qu'un livre sorte d'un garage
Depuis, j'en connais plein, des copains artistes ou auteurs pour lesquels le garage a représenté aussi l'enfance. En tout cas, c'était début septembre 2001, et il se passait autour de ce livre quelque chose qui s'était jamais passé pour moi depuis 20 ans que je publiais, sinon à part peut-être pour le premier, sorti d'usine. Alors par exemple, Verdi attendait, on était juste début septembre, pile là, comme maintenant, évidemment, anniversaire. Ces histoires de rentrée littéraire, mais c'était pas du tout cette espèce de show commercial affadique que c'est devenu avec ces centaines de bouquins. Il devait y avoir un article dans Le Monde, mais vous vous rendez compte, dans les 10 premiers jours de septembre, il y a un article dans Libération, pareil, les 10 premiers jours de septembre, si t'amorces la pompe après, etc., etc. Et voilà que je suis invité au journal de 13h de France Inter. Pareil, ça m'était jamais arrivé. Alors t'es bien accueilli, est-ce que c'est même cette fois-là, je sais pas, j'arrive, il y avait Johnny Hallyday là dans le couloir, tout petit bonhomme, hein. C'est une fille qui s'occupait là des chroniques culturelles qui s'appelait Maryse Azé, une fille d'Auvergne, d'Ardes-sur-Couze. Je crois qu'elle y vit toujours maintenant, hein, qu'elle a pris sa retraite. On arrive au journal de 13h, et puis évidemment, toi tu es dans ton coin avant de venir là, qu'on te propulse, quand vient la chronique. Et c'était un journal où il y avait rien. Il se passait rien. Le monde, marée basse. Au point qu'une des chroniques, on venait de découvrir que les Américains... Non, pardon. On venait de découvrir que les Russes avaient placé sur des chats qui se baladaient dans l'ambassade américaine des petits micros HF. Vous vous rendez compte? Eh ben, cette histoire-là était passée au journal de 13h de France Inter. La radio aussi, c'est pas ce que c'est devenu maintenant, avec les pubs, leur concurrence, espèce de chroniqueurs d'humour. Moi, je déteste de ça, de toute façon, j'écoute jamais plus ces choses-là, mais ça représentait un petit peu une espèce d'histoire de famille, quoi. Je crois que c'était Nicolas Demorand déjà qui officiait là, mais je l'avais déjà connu à France Culture avant. Ça, c'est ça aussi qu'on a perdu là en 20 ans. Ça représentait quelque chose. Alors, j'arrive, question sur le livre, tout se passe bien, t'as pas grand-chose à dire, de toute façon, c'est eux qui font le travail. Et à côté de moi, il y avait Michel Piccoli qui parlait d'un film. C'est la première fois que j'étais en présence de Piccoli. Ça se termine, et puis là, il y a eu un moment, Piccoli avait... Ou c'est moi qui avais évoqué Coltès, en parlant de la mort de mon père. Et avec Piccoli, lui commence à me parler de Bernard-Marie Coltès, de la mort de Bernard, et que dans les dernières heures de Bernard, il était là d'un côté du lit, la maman de Bernard de l'autre côté, et qu'il avait assisté donc, aux derniers instants de Bernard-Marie Coltès. Et je me souviens, je nous revois, on marchait dans ce long couloir là, de la maison de la radio, il y avait la grande rédaction de France Inter, rédaction de France Info. Alors évidemment, après le 13h, ils sont tous partis à la cantine, etc. T'as plus rien, ces ordinateurs vides. Et on arrive à la sortie B, et puis là on continue, parce que je sais pas ce qui s'est passé avec Michel Piccoli, vraiment cette simplicité des grands, quoi. Peut-être heureux tout simplement de rencontrer quelqu'un 10 ans après la mort de Coltès, pour qui l'œuvre de Coltès n'avait cessé de grandir. Et puis j'ai croisé moi aussi Coltès, donc on était resté là à parler. Et puis, qu'est-ce que tu fais après? Moi, c'est un trajet que j'ai fait des dizaines ou centaines de fois. Tu marches à pied jusqu'à la station de métro, là, juste le pont là, de la 6, 10 minutes, 12 minutes, et puis Montparnasse, la gare aussi, rien, du vide. Je prends le train. Et c'est dans le train qu'un appel téléphone portable de notre gamin le plus grand, et qui dit les tours du World Trade Center sont en train d'exploser. Et tu dis, mais non, c'est
c'est pas possible. Un avion est rentré en plein dans la tour du World Trade Center. Et c'est là où moi je parlais de New York. New York, c'est une ville où je me suis toujours senti comme étant une espèce de ville-monde. Alors évidemment, ça m'est arrivé dans d'autres lieux, Berlin par exemple, Londres aussi en partie, mais je ne sais pas ce que c'est devenu. Paris peut-être, mais il y a tellement longtemps. Dans l'Italie, mais c'est la ville-monde du passé. J'aime bien l'Italie parce que tu retrouves cette sensation de ville-monde, mais d'une autre, de quelque chose de révolu, mais dont tu ne gardes que l'idée civilisationnelle. Peut-être ça aussi, l'idée civilisationnelle qui est pas mise à mal, mais tout d'un coup on se retrouve à porter si fragilement dans nos mains. New York, les premiers instants, évidemment, l'expérience de tout le monde, c'est tu es débordé de ces hauteurs, ces enfoncements, ce bruit continu. Et puis, plus tu reviens, plus tu retrouves ces petits points où justement tu traverses ces petits points comme s'ils étaient la totalité du monde. En plus, dans ces années-là, pour moi, New York, c'était aussi l'endroit où tu pouvais comprendre un petit peu, toucher un tout petit peu ce qui s'amorçait de la révolution numérique. Et ça, tu ne pouvais le trouver que là-bas. C'est pas que tu prenais modèle, c'est que tout d'un coup, tu vérifiais des choses qui s'élaboraient, qui étaient encore embryonnaires, mais qui avaient la dimension par laquelle elles diffuseraient, serait maintenant notre quotidien. Ça t'apprenait à penser, parce que ça te donnait les éléments matériels de penser la question numérique. Je n'ai pas insisté là-dessus. En tout cas, c'était des séjours aussi, premier, deuxième, et puis là, monter en haut du World Trade Center. Comment on le ferait pas? C'est une chose touristique la plus élémentaire, mais tout ce coin de Battery Park, tout ce vieux quartier là, entre l'hôtel de ville, le City Hall, et puis avant de l'autre côté, la Canal Street, etc. C'est évidemment une des poches que tu arpentes sans cesse de New York. Et cette tour du World Trade Center avait quelque chose comme ces utopies, c'est-à-dire la tour comme utopie, ce qu'on retrouve chez Ballard ou ces auteurs-là. C'est-à-dire que le World Trade Center, tu dis, bon, on va y faire un tour, puis si c'est pas trop cher, on monte. Et finalement, tu découvres un univers. Tu peux manger, déambuler. Je me souviens que dans les sous-sols, puisque le métro, par contre, c'était une base d'échange continuel. De toute façon, c'est comme Times Square plus haut. De toute façon, tu passes là, dans cet échangeur de métro. Si tu veux aller à Hoboken de l'autre côté, si tu veux repartir vers Brooklyn, tu passes toujours là, dans cet énorme empilement de tunnels superposés qui s'en vont dans toutes les directions, et tu accèdes à la tour par l'intérieur. Dans ces galeries, dans ces dédales, je me souviens d'une grande quincaillerie, et puis il nous fallait, je sais plus, peut-être un genre de mug, ou peut-être qu'on voulait ramener ces mugs typiquement new-yorkais, isothermes, bon, peu importe. Mais je me souviens, moi j'aime bien aussi regarder. C'est quoi une quincaillerie? C'est ces petits trucs aussi, là, t'as besoin. J'ai rattrapé un truc dans ma guitare électrique, j'ai retrouvé mes vieux attrape-câbles du temps d'usine, puis une petite pince de bijoutier. Ça coûte 9 € en quincaillerie à Tours, mais ça va me permettre de rattraper ma petite cosse pour rebrancher ma guitare électrique, peu importe. Mais je sais que visiter les quincailleries, pour moi, c'est aussi découvrir une ville. Et je sais aussi qu'au deuxième étage, premier étage pour eux, c'est le contraire. Non, deuxième pour eux, puisqu'ils comptent le rez-de-chaussée comme un premier étage. Mais ça, c'est très secondaire. Il y avait une énorme librairie. Et dans cette librairie, justement, parce que je travaillais sur les Rolling Stones, il y avait un rayon rock comme nulle part j'ai vu ailleurs. Même la petite librairie Altascat là, de Londres, elle tenait tout entière là, dans la librairie du World Trade Center. Donc je sais que plusieurs fois, là, j'ai acheté des livres qui
étaient mes objets de travail, qui sont encore et toujours mes objets de travail. Celui-ci, je ne pense pas qu'il en provienne, mais il n'y a qu'à cet endroit-là où on pouvait trouver tous ces trucs. La biographie de Graham Parsons, eh bien, c'était là. Alors, c'est-à-dire que tu occupes un lieu par le temps. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu fais partie, pour 1 heure, 2 heures, de cet énorme complexe dont tu ne vois évidemment que toutes petites bribes, des petits fragments microscopiques. Et donc on était monté, je sais plus, c'était 50, 52 étages, plus haut en tout cas que l'Empire State Building, moins touristique. C'est-à-dire justement en haut, tu avais quoi? Une grande cafétéria. Et cette cafétéria donnait sur une terrasse, et puis évidemment, ce panorama gigantesque. Manhattan, l'île de la Liberté, Staten Island, Brooklyn, New Jersey, etc., etc. Et surtout cette impression que cet énorme bâtiment, ce double bâtiment de béton, ces tours jumelles, mais quand tu étais sur cette terrasse, tu sentais l'oscillation. C'est-à-dire, toi, tu étais en plein ciel, mais tu te balançais lentement avec le bâtiment. C'est pas de la peur, c'est pas de l'illusion, c'est cette souplesse nécessaire pour que le béton tienne. Et la surprise, c'est que on était resté, quoi. On était resté 1 heure, 1 heure et demie. Tu regardes ce paysage, t'en finis pas de regarder ce paysage. Et dans cette cafétéria, je me souviens que, je sais pas encore, on n'avait peut-être pas le mode d'emploi complet pour les US encore à l'époque. Donc ça avait été café, thé, des trucs pour aller avec. Et il a fallu que je revienne demander quelque chose. Et la jeune fille là, qui était à la caisse et tout ça, me l'expliquait gentiment, mais le New-Yorkais, c'est pas facile à comprendre. À Chicago, c'est encore pire, etc. Et moi, l'anglais, ça va si c'est dans les bouquins, mais la langue orale, même si j'écoute beaucoup de YouTube et de trucs comme ça, et encore à l'époque, justement, il n'y avait pas ça, eh ben, j'avais du mal. Alors, elle m'avait accompagné pour me montrer l'endroit. Il y avait les petits trucs de lait, etc. Ou parce que c'était moins visible que dans les choses là où on était habitué dans le downtown. Et donc, je me souvenais parfaitement du visage de cette jeune. Est-ce que c'est une étudiante, une jeune serveuse, peu importe. Une fille noire. Et quand je suis arrivé à Tours, évidemment, je prends la voiture, maison, comme ça que j'ai vécu pendant 20 ans. Tu laisses la bagnole à la gare, tu prends le train. Ça aussi, je pense, qu'est-ce que c'est bizarre, au bout de 2 ans, tout ce qu'on remet en cause, là, comme ça, de choses qui nous paraissaient simples. Les saumons, ceux qui faisaient la navette Paris à Tours. Et puis, le gamin avait rappelé, ben non, moi, mon réflexe, c'est, non, mais oh, ça va pas. Tu sais pas ce que c'est. Le World Trade Center. Tu sais pas ce que c'est. New York. Bon, maintenant, il vit aux US. Elle le sait mieux que moi. Oui, une espèce de poste. C'est pas... On pouvait s'en servir comme télé, mais on s'en servait plus pour vidéocassette. On le branche. Et puis là, évidemment, l'expérience qu'on a tous fait, c'est-à-dire l'image qui tourne en boucle, un avion, puis après le deuxième avion. Puis après, c'est toujours la même image en boucle. Et pendant 2 heures, c'est-à-dire il était 15 heures. Autant à 13 heures, à France Inter, il ne se passait rien du tout. À 15 heures, le monde avait basculé. Et sur cette image en boucle, qui est devenue évidemment la plus stéréotype, eh bien, arrivaient les étapes supplémentaires, les silhouettes qui tombaient. Et là, tu commençais à ne plus rien comprendre. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu ne comprenais plus quoi, le monde. Et pendant les semaines à venir, ça allait être encore 1 degré, et 1 degré, et 1 degré. C'est-à-dire les 4 ou 5 avions là, qui simultanément avaient participé de ça. Les gars, c'est avec un cutter, quoi. Tu prends possession d'un avion par l'égorgement, un cutter, et tu emmènes le Boeing, tu vas sur la ville, comme l'image de King Kong,
en 1930. Et ça, on ne pouvait plus comprendre. C'est-à-dire, on ne comprenait plus rien à la totalité occidentale. Alors, cette question de l'image en boucle, pour ceux de mon âge, c'est aussi une histoire. C'est-à-dire, le vieux poste de radio dans le couloir, c'était la voix de De Gaulle. Et la voix de De Gaulle, c'était l'héritière de poste à galène. Mon grand-père avait toujours son poste à galène. Et avec ça, il avait pu écouter Radio Londres, etc. Un poste qu'il avait fabriqué lui-même. Mais ensuite arrive le poste de télévision. Pour nous, en 62, c'était la guerre d'Algérie. Donc, cette idée des vecteurs d'information et puis des choses noires et fracturées du monde, des noms sur le monument aux morts, il y avait toujours eu cette liaison aussi. Donc, la guerre d'Algérie arrivait avec le gros poste de télé. Ça aussi, je l'ai raconté. On nous avait emmené les postes de télévision, personne n'en avait dans le village. Le premier qu'il a eu, c'était le percepteur. Eh bien, nous qui étions à l'école, donc 63 CM2, donc 62 CM1, ça devait être CE2, CM1, on nous avait emmenés en rang, 2 par 2, pour visiter, entre la poste et puis la maison du docteur Ferchaud, la perception. Est-ce qu'il y a des perceptions maintenant dans les villages? Certainement plus. Et on entrait, parce qu'on voulait nous montrer ce qu'était la télévision. Mais la télévision, ça marchait qu'en fin d'après-midi et le soir. Donc dans la journée, tu avais une mire allumée, la mire de réglage pour les antennes. Tu parles qu'on pouvait comprendre, mais voir l'intérieur de la maison du percepteur, ça, ouais, pour nous, c'était un spectacle qui était parfaitement justifié. Et puis 63, c'est l'assassinat de Kennedy. Alors l'assassinat de Kennedy, tu as déjà les images, Oswald à la fenêtre, Robbie devant Oswald, l'homme qui fend la foule, mais c'était pas les images télévisées, tu as l'image télévisée du type qui s'abat dans sa voiture avec sa compagne. Mais c'était pas encore une chose vécue en direct, c'était du ressassement d'une image qui, évidemment, devient archétype, voire le livre sommet peut-être de l'œuvre de Stephen King, qui sont 21 novembre 63 ou 22 novembre 63. Et c'est le moment où encore la presse avait l'avantage. C'est-à-dire Paris Match, je crois que c'est sa première une en couleur, l'assassinat de Kennedy. Et c'est encore un petit peu après, en 65, moi j'avais 12 ans, que l'intérieur de Paris Match passerait en couleur, bien avant les autres, et que le monde de noir et blanc passait en couleur. Évidemment, après, 69, tu as l'arrivée de l'homme sur la Lune, et là, l'image devient récurrente, et la notion de choses vécues en direct, évidemment, il y a 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, il y a une sorte de décalage. Vous m'entendez, Cap Canaveral? Et malgré tout, on a le sentiment de vivre quelque chose en direct, quelque chose qui n'est pas forcément non plus une rupture. J'ai souvent parlé aussi de ce texte de Charles Baudelaire qui s'appelle « Le peintre de la vie moderne ». Vous savez, c'est ce dessinateur, Constantin, nous on l'appelle Constantin Guy, mais il était franco-anglais, donc les Anglais disent « guys », et il ne voulait pas justement être considéré comme un artiste. C'est-à-dire qu'il autorise Baudelaire à parler de lui, mais seulement sous les initiales, CG. Donc CG, c'est fascinant parce que c'est le premier à travailler à toute vitesse dans la rue. C'est le premier à s'intéresser à la mode et aux vêtements, quand la ville devient la foule anonyme et en mouvement permanent. Et il est aussi celui qui part sur le front de la guerre de Crimée, et ses dessins, qui sont les bivouacs, les exécutions, les blessures, ces dessins sont transmis, puisque Londres a mis un système de commande, de transmission des ordres de Londres à la Crimée en 9 jours. Et ce qui fait que les dessins de Constantin Guy repartent de la Crimée et arrivent dans la presse de Londres et sont publiés 9 jours après avoir été dessinés. Et ce qui fascine Baudelaire, c'est de dire, est-ce qu'il y a besoin encore du récit ? La littérature qui nous a permis de décrire l'enquête d'Hérodote, la guerre de Troie dans Homère, Plutarque. Est-ce qu'on a besoin de ça dans la mesure où l'image, avec son assurance de réalité, je dessine ce que j'ai vu, on la reçoit avec la presse
de façon, dit Baudelaire, pardon, de façon simultanée. Le simultané de Baudelaire, c'est 9 jours. Ces 9 jours, ils n'ont pas cessé de se réduire, de se réduire. Et évidemment, le jour du 11 septembre 2001, le simultané, c'est l'image en boucle, parce qu'on est en même temps, mais il n'y a rien à voir que cette durée qui se reproduit elle-même sur son image vide. Alors, pendant 2 ans, il faut bien repenser aussi à cette période-là. Par exemple, à peine quelques semaines plus tard, cette explosion AZF à Toulouse. Là encore, qui n'aurait pas connu quelqu'un dont la fenêtre avait explosé, qui a pris un éclat de verre, le nombre de gens qui ont perdu leurs yeux, etc., etc. Mais on était dans une espèce de trauma où Toulouse, c'était forcément la même chose que le 11 septembre à New York. Et encore, cette notion-là, ce qui produirait bien plus tard Charlie Hebdo et le Bataclan, ou ces attaques, mais tellement... Enfin, c'est tout ce qui nous répugne de notre point de vue. Alors, est-ce que c'est civilisationnel? Est-ce que c'est simplement humain au sens d'universel, ou cette humanité que des gens comme nous, on a appris à lire, travailler, entretenir, respirer chez Montaigne? En tout cas, ce basculement, on en parle encore aujourd'hui, on le vit encore aujourd'hui dans nos tripes, boyaux, dans nos yeux, et notre rapport à tous nos outils, moindres choses informatiques, ces machins qui étaient loin d'être perfectionnés à l'époque, comme ça, comme l'origine de ce basculement. Alors peut-être que tant de ce basculement avait commencé avant et qu'il était temps qu'on s'en aperçoive, mais il y a une coupure. Pendant 2 ans, une partie du deuil, c'est se dire c'est fini New York, on ne pourra plus retourner à New York. Puis finalement, on y retournait, parce que c'était un peu plus de 2 ans après, ou carrément 2005. Non, il y a eu 2003, il y a eu 2005. Et là, la première fois, alors évidemment, tu vas dans le mémorial était juste ouvert, c'était les images, c'était les témoignages, quoi. C'était les témoignages au plus vif. Et évidemment, là, tu le vis comme quelque chose qui nous rassemble en tant qu'humains, qui nous rassemble, y compris dans cette poussée de la ville, dans cette poussée de la ville-monde. Tout d'un coup, c'est la ville-monde à quoi on a porté atteinte. Et toi, tu fais partie de cette ville-monde. C'est pas les Américains. Et ça, c'est quelque chose que je ressens toujours de cette même façon. Alors cette émotion, tu n'as pas besoin de l'Amérique pour cette émotion. Je me souviens enfant au Radour-sur-Glane, et puis évidemment les camps qui font là chez moi partie de la mémoire familiale de façon absolument directe. Donc là encore, c'est une espèce d'écluse qui s'ouvre, et puis c'est ce fond innommable qui ressurgit et t'emporte. Et tout ce qui touche au camp, évidemment, tu le prends en pleine face sans notion de distance temporelle. Et puis il y avait le trou. C'est-à-dire ce trou, je me souviens, tout était occulté, donc c'était un monde qui devenait très étrange parce que c'était que des galeries provisoires dans des échafaudages. Alors tu n'arrêtais pas de monter des escaliers, il y avait une foule énorme parce que la foule de New York, il fallait bien qu'elle transite ici. Et puis ce quartier, évidemment, les bâtiments autour portaient encore toutes les traces, mais il fallait bien que ça revive du dedans. Donc c'était déjà une espèce d'encombrement de foule, comme dans les descriptions du Londres de Charles Dickens. Ça bougeait dans tous les sens, et en même temps tu passais dans tout ce dédale, etc., en contournant cet abîme qui lui-même était déjà en travail. Et tu avais des échappées, toutes petites échappées, puis tu voyais
ces énormes pelleteuses, ces énormes grues, et puis ça creusait, ça déblait, comme s'il fallait enlever, c'est ce qui était étrange, c'est que comme s'il fallait enlever le sol de la ville, enlever le socle de la ville pour enlever le crime. Et toi, tu savais que les morts avaient été dans ces épaisseurs. Évidemment, tout ça, toute cette période-là de l'évacuation, c'était terminé. C'était plus rien qu'un chantier. Mais cette espèce d'ablation d'un morceau de terre pour le droit de reconstruire par-delà les morts. Alors évidemment, c'est pas une question architecturale. Est-ce que tu reconstruis, est-ce que tu ne reconstruis pas? C'est pas notre job à nous, c'est des choses, y compris là-bas, financières, qui sont là où un pays montre sa corde, sa nudité obscène. Mais je me souviens, par exemple, dans ces choses occultées, il y avait un petit trou, et les gens, probablement, rien que pour voir ce truc-là, je priais, j'avais un petit canon à l'époque, mais j'avais mis dans le trou, et aussitôt, j'ai un grand vigile qui était venu, nos photos, ok, d'accord, j'ai pas eu le temps, mais il m'a pas plus embêté que ça, il m'a pas dit la carte, etc. Et cette photo, je l'ai toujours, cette photo énorme de l'excavation. Et qu'est-ce que toi, tu vois dans cette excavation? Alors ensuite, je suis revenu au moins 3 fois à New York. Je crois que chaque fois, la première chose, c'était aller marcher au World Trade Center. C'était plus un pèlerinage, c'était aussi la fascination de cette reconstruction. Je me souviens, 2013, c'était mon séjour le plus bref, un truc un peu comme il nous arrivait autrefois, qui ne peut plus arriver maintenant. C'était des trucs sponsorisés avec la Maison de France, mais c'était tout pris en charge. L'avion était pris en charge par la compagnie d'aviation, etc. L'hôtel, c'était ce fameux Sofitel, là, près de Central Station, que finalement un hôtel très familial où tu es hyper bien traité, mais c'est la seule fois de ma vie où tu viens dans un tel luxe, mais c'était être à New York pour 3 jours et 2 nuits. On le ferait plus. Et pourtant, non seulement c'est intense, mais t'as quoi? T'as juste la dernière journée entre les rencontres d'étudiants, la lecture, les choses obligatoires, et puis pour aller marcher à Brooklyn, parce que trop besoin de Brooklyn, et puis marcher au World Trade Center. Et je me souviens que ce moment-là, c'est le moment où ils posaient, il y avait des hélicoptères en stationnement, et les hélicoptères posaient cette espèce de coupole qui coiffait la nouvelle tour. Alors, c'est pas quand tu es... Donc, c'est toujours à démêler l'ambivalence de la fascination à cette élévation majeure et à ce que tu portes en toi du basculement. Et c'est pas à New York, c'est tous les ans, le 11 septembre, que ça revient. Le visage de la jeune fille. Alors, serveuse dans la cafétéria tout en haut. Est-ce qu'elle était de service ce matin-là? Est-ce qu'elle n'était pas de service? Évidemment, tu sais pas. C'est pas la question. Il y a que dans ces silhouettes qui tombaient de 52 étages pour s'écraser, avec le bruit. Ou ceux qui restaient, cette carbonisation vive. Morts par milliers. Quand on enlève le socle de la ville dans cette espèce de masse qu'on peut tenir comme ça, juste avant, c'était la masse mort. Et une masse mort qui est finalement l'obligation de reconnaître la bascule aujourd'hui, qui n'est pas forcément civilisationnelle, qui est peut-être même celle de l'espèce. À un moment donné, on a perdu le combat. Ça n'empêche pas de se bagarrer au jour le jour, même là, modestement, en parlant. Mais en tout cas, tous les ans, le 11 septembre, je vais vous raconter juste une histoire marrante. C'était... alors j'avais, justement, disons 3 jours après, le 14 septembre, c'était un vendredi soir, il faudrait juste recadrer les dates. Enfin, le vendredi qui a suivi le 11 septembre 2001. On m'avait invité à Montpellier. À Montpellier, c'était l'inauguration d'une bibliothèque toute neuve. Je ne sais plus quel était l'architecte, le nom ne me revient pas là, tout comme ça, mais un de nos meilleurs architectes. Et mon premier réflexe, c'est de dire,
bon, attends, on va pas faire un truc sur un bouquin après qu'il se soit passé le World Trade Center. Mais oui, mais ce que moi j'avais compris avec New York, à Montpellier, oh ben non, on a le programme de la bibliothèque, on va pas changer pour les histoires des Américains, tout. En gros, c'était ça. Je me moque un peu, mais non, pas tant que ça. Et moi, faire le voyage en train, etc., puis ils insistaient. Si je mets la vidéo en ligne sans coupe ni rien, vous l'aurez vu en direct ça aussi, mais je pense que je vais faire comme ça. Bon, ok, on va le faire, mais moi 3 jours après, j'étais encore bien plus mal. C'est-à-dire, tu es un bloc, toi aussi, de mort. Ça te traverse à l'intérieur, parce que tu sais que ce truc, c'est pas ce qui s'est passé là-bas en ce temps précis. Tu sais que c'est une onde de choc bien plus large, et que toi aussi, tu tombes de 52 étages. J'y vais à Montpellier. Alors, je sais que au début, je crois que j'avais amené, ça j'en suis sûr, l'Amérique de Franz Kafka, et un autre texte dont là je me souviens plus. Et avant, j'avais demandé ça, j'ai écouté, on n'a pas annulé, je suis venu, je veux bien qu'on parle littérature, mais avant, je voudrais, et j'ai lu donc un bout de l'arrivée de Karl Rossmann à New York, dans l'Amérique de Franz Kafka. Et dans cette bibliothèque ultra neuve, donc il y avait un espace de lecture, de rencontre, super convivial, des beaux fauteuils, etc. Puis tout d'un coup, j'entends un bruit. Puis un autre bruit. Eh bien, l'architecte qui avait fait cette magnifique bibliothèque, il avait eu l'idée de mettre les toilettes hommes là, les toilettes dames là, et au milieu, l'espace de rencontre. C'est-à-dire que toi, tu étais là en train de lire Kafka, l'Amérique, et tu voyais des gens qui traversaient là, qui n'avaient rien à faire du truc, qui venaient des autres endroits de la bibliothèque, ici ou là, et là j'ai craqué. J'ai dit, excusez-moi, c'est pas ici, je peux pas faire. Soit vous fermez les chasses d'eau, vous pouvez pas. Bon, ça n'a rien à voir, mais c'est un peu cocasse, mais ça me tracasse toujours, ça. Qu'est-ce que ça voulait dire continuer notre jeu littéraire après? Et évidemment, mon livre, je ne sais plus s'il y a eu un article dans Le Monde ou Libération, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne lisait pas ces articles-là, évidemment. Je voudrais finir ce qu'on peut finir. Non, mais bon, là, j'ai besoin de parler, ça fait du bien. Donc ça, c'était 2001. Et puis 2008, 2009, 2010, c'était un an à Québec, avec entre la ville de Québec et la ville de Montréal, tout en habitant à Québec. Et là, une personne les plus importantes, qui avait été aussi à l'origine en partie de notre séjour là-bas, Clément Laberge. Là, Clément raconte que lui, le 11 septembre 2001, il y était à New York, qu'il avait dormi tout près du World Trade Center, qu'il avait des rendez-vous, justement parce qu'il était dans l'informatique liée au livre, et que son épouse, elle, qui travaillait dans la muséographie, avait d'autres rendez-vous, mais aussi là, dans ce downtown de Manhattan. Et évidemment, pas question de se retrouver l'un et l'autre, pas question même de retourner à leur hôtel. Et lui prie, racontant ce mur de fumée et de poussière qui arrive de très loin, plus haut que 5 étages, mur de poussière extrêmement opaque et dense, et évidemment la fuite en désordre, rattrapée par cette poussière où plus rien à voir, et puis ensuite se retrouver 5-6 heures après à Brooklyn, et puis là commencer à essayer d'émerger et comprendre, et puis encore des heures et des heures pour
que finalement la jonction se refasse avec son épouse qui était indemne aussi. Et Clément de dire quelque chose, dit que toutes les sensations, les perceptions, tout ce qu'il avait vu était pour lui comme séparé du temps et qu'il le revoyait comme en direct. Tout était visible, non pas comme un film c'est une représentation, mais comme être de l'intérieur pris dans cette sursensitivité à tout ce qui est visuel. Les visages, le danger, la poussière. Et que par contre, pour lui, sur une période de 10 heures au moins, après la première fuite, il n'y a aucun son. Et c'est pas qu'il y avait eu un trauma, comme beaucoup ont eu ce genre de trauma auditif. Non, c'est que dans l'ébahissement, le silence avait été total et la mémoire de ces 10 heures était une mémoire totalement muette, comme un téléviseur dont tu aurais coupé le son. On en parlait donc 11 ans, 10 ans après l'événement, et ça restait comme ça. Voilà, en désordre. Mais je crois que tous les ans, blog, je ne sais même pas si j'ai peut-être fait une vidéo ou pas, j'en sais rien. Raconter toujours la même chose, oui, puisqu'il y a eu ce moment-là. On parlait de la mort de Coltès, et puis que Michel Piccoli est décédé, lui aussi, il y a 2 ans. Et puis, moi qui ne me souviens pas des visages, la rémanence complète, immédiate de cette jeune fille avec qui on avait échangé 3 mots sans se comprendre, puisqu'il s'agissait de la plus haute des banalités, payer un café à une cafétéria, et puis ensuite revenir demander où étaient les petits sachets de lait ou de sucre, des petites cuillères qui manquaient, un truc comme ça. Voilà. C'est pas souvent que je fais ça, quand même.